bienvenue dans la grande interview. Notre invité, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali. Monsieur le Président, merci de nous accorder cet entretien exclusif, de l'accorder à RT France. Un honneur et un plaisir. Alors, on sait que l'une de vos préoccupations, eh bien évidemment, c'est l'insécurité dans votre pays, mais aussi plus largement au Sahel et en Afrique. Au menu de Sochi, qui se déroule ce 23 et 24 octobre, la coopération sécuritaire notamment. Est-ce que vous souhaitez, vous, que la Russie investisse le champ de la coopération sécuritaire en Afrique ? Aujourd'hui, la question sécuritaire est devenue une préoccupation mondiale. Ce n'est pas seulement l'Afrique et pas seulement le Sahel, pas seulement le Mali. Donc c'est une question aujourd'hui qui s'invite à tous les débats. Et partout, on en a souci. Le terrorisme n'a pas de frontières. Le terrorisme, tant bien dans cette zone-là, cette partie du monde, comme vers chez nous. Et la Russie a de l'expérience en matière de lutte contre le terrorisme. Il semble qu'en son sein, elle ait eu à lutter elle aussi contre cela, notamment en Tchétchénie. Donc nous avons besoin que toutes les bonnes volontés aujourd'hui, dans le domaine de l'expérience en matière de lutte contre le terrorisme, viennent au secours du Sahel et du Mali en particulier. Alors, c'est vrai qu'on sait que la Russie, par exemple, elle a œuvré contre Daesh, les djihadistes en Syrie. Elle n'était pas toute seule. Comment est-ce qu'elle doit marquer justement sa présence dans ce domaine en Afrique ? Je pense que un sommet tel que celui-ci, à l'instar de ceux qui l'ont précédé également, permet toujours à un pays, une puissance, de voir avec le continent africain les domaines dans lesquels sa présence, sa coopération peut être un plus. Il n'en ira pas autrement ici également. Je pense que la Russie a sûrement fait le tour et sait également aujourd'hui quels sont les domaines de préoccupation essentiels pour l'Afrique, pour le continent. Et comment, dans tel ou tel domaine, son expertise est attendue. Donc, vous l'avez rappelé, des faits récents également nous le prouvent. Je pense que hier, il y a eu une rencontre ici entre les présidents russes et turcs, ce qui est tout à fait dans notre actualité, et qui montre que la Russie, effectivement, a son mot à dire dans ces questions-là. Je pense donc que son appui qui viendra s'ajouter à celui des autres partenaires présents aujourd'hui au Sahel. Aucune présence n'exclut les autres présences. Et je crois que c'est ça un plus dans la coopération entre les différents pays. Et d'autant qu'également, il ne faut jamais l'oublier, la Russie est membre des 5 au Conseil de sécurité. Donc, elle va juste rejoindre quelques autres déjà présents au Conseil de sécurité, qui sont également sur le terrain en Afrique, au Sahel en particulier, qui nous intéressent. Alors, sur le plan militaire, on sait que les Américains sont présents dans le Sahel, l'ONU aussi, à travers ses missions, la France. Il s'agit de présences militaires officielles distinctes. Est-ce que vous plaidez, comme votre homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, pour une coopération internationale contre l'insécurité au Sahel, une coalition internationale ? C'est évident. Il est évident que, vu le caractère aujourd'hui agressif et militant du terrorisme, c'est une coopération internationale qui dépasse les frontières des différents États, qui seule peut être de mise. Et dès lors, ce que Mahamadou Issoufou a dit est le point de vue du groupement auquel nous participons, le G5 Sahel. Nous avons une force conjointe que nous avons mise en place, car nous avons compris qu'il nous fallait mutualiser nos efforts dans ce domaine-là. C'était déjà une internationalisation quelque part. Alors vous l'avez dit, vous l'avez précisé, il y a la MINUSMA, la mission onusienne, il y a Barkhane, cette opération française, et puis le G5 Sahel, cette force conjointe africaine, on va rappeler, qui regroupe 5 pays, le Mali, votre pays, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso. Pourtant, votre pays
le Sahel, de manière générale, reste en proie à l'insécurité. Dans votre pays, c'est surtout dans le nord et le centre. Plus de 60 attaques ces 4 derniers mois au Mali. Pourquoi cette instabilité sécuritaire, Monsieur le Président? Vous savez, s'il y avait une recette, on l'aurait su depuis longtemps. Des puissances, même coalisées, ont connu la même situation ailleurs. Et la zone où nous nous trouvons, proche d'ici, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, ont été des théâtres où les coalitions mondiales étaient en but à l'opiniâtreté de ces bandes terroristes dont nous ne savons pas aussi comment elles sont financées, quelles sont les différentes connexions qui sont multiformes, qui sont multiples. Et elles ont des capacités de mue à nul autre pareil. Et elles arrivent dans les sociétés, elles s'insinuent dans ces sociétés-là, et par tel ou tel aspect, arrivent à subvertir. Cela est constant. Et il y a aussi, notamment dans le Sahel, ce phénomène nouveau auquel nous assistons qui fait que l'occurrence des attaques devient de plus en plus régulière. C'est ce qu'on appelle les engins explosifs improvisés, faits de briques et de brocs, mais qui sont d'une efficacité redoutable, comme nos engins blindés, font des dégâts, nous tuent des soldats. Nous savons que le matériau assez rudimentaire et les engrais dont nos paysans se servent souvent d'ingrédients à ces engrais explosifs-là et nous causent le plus grand tort. Il y a également aussi que la lutte qui a été menée contre les groupes terroristes au Mali a eu des effets zéreux. Serval a été une très très bonne opération qui a réussi le containment. Sans Serval, je ne suis pas certain d'être aujourd'hui devant vous, que j'aurais été devant vous. Donc Serval a eu cet effet heureux et qui a fait que les groupes ont été boutés plus haut et hors du territoire malien pour la plupart. Avec l'aide aussi des pays africains. Absolument. Il faut le citer aussi comme le Tchad, par exemple. Le Tchad est venu là à 2 niveaux. Donc au niveau de l'amissement, c'était la CEDEAO. Ensuite, la force s'est internationalisée à la demande du Mali, l'amissement, et le Tchad est là. Pas seulement le Tchad, d'autres pays africains, parce que tous nos voisins. Et cela a eu un effet heureux qui a pu contraindre ces gens-là à changer de posture. Il reste qu'aujourd'hui, précisément à raison des succès là-haut, dans le nord, aujourd'hui c'est le centre du Mali qui pose problème. Ils ont réussi à faire en sorte que des sociétés qui vivaient ensemble depuis des siècles, subitement se sont trouvées en antagonisme. Un antagonisme en raison de leur capacité de séduction idéologique. Quand vous faites en sorte que des sociétés habituellement stables, organisées, structurées, implosent parce qu'on inocule le venin de la révolte sociale, on dit oui, mais vous avez tous été des vassaux. Maintenant, avec l'arme que nous avons, vous pouvez changer la donne. On assiste à des changements de situation des gens qui étaient autrefois dans des situations de vassalité, effectivement, sur le reste. On assiste à des assassinats d'imams, de chefs de village, tout cela qui était hors du champ autrefois. Et lorsque vous êtes arrivé au pouvoir après donc cette guerre au Mali, cette transition, vous aviez promis aussi de restaurer l'unité nationale du Mali, d'œuvrer en faveur de la réconciliation nationale. Quand on voit ces tensions aujourd'hui, vous en parliez dans le centre du Mali, est-ce que vous vous dites finalement peut-être que vous n'en avez pas fait assez ? On n'en fait jamais assez, mais il faut dire que ce qui se passe, c'est un phénomène nouveau, qui n'a rien à voir avec la question globale de l'unité nationale du Mali, qui n'est pas remise en cause. Moi, je dis toujours que le Mali est une nation, dans le sens où j'entends moi la nation, une communauté d'hommes stables,
historiquement constitué sur la base d'une communauté de territoire, de vie économique qui réunit les gens, de formation psychique qui est fond de la culture. Tout cela se trouve au Mali, c'est clair. Il reste qu'il y a des spécificités sur lesquelles nous n'avons pas eu besoin d'insister pour ne pas particulariser, mais auxquelles nous ferons de plus en plus attention. Les solidarités également régionales africaines ont leur effet, y compris chez nous, mais rien qui soit aujourd'hui de nature irrémédiable et irréductible. Nous n'avons pas d'inquiétude. Et je dois dire d'ailleurs que les entretiens, les dialogues qui ont eu lieu, notamment dans le Massina, au centre du Mali, à l'effet de rapprocher les communautés et également de leur faire comprendre également l'intérêt qu'il y a pour les unes et les autres à s'entendre et à se remémorer ce que fut leur coexistence pacifique et tous les biens qu'ils peuvent en tirer. À Massina, ça a eu un effet heureux, c'est que là, depuis il y a 3 mois, cette rencontre a eu lieu, qui rappelle un peu la Loya Jirga afghane. Ce grand rassemblement-là a eu un effet vraiment très, très heureux, qui s'est renouvelé également à Djenné. Et je gage que dans les jours qui viennent, dans le pays d'Ogon également, dans cette partie du Mali, de la région de Bajangara, nous aurons également le même phénomène, Inch'Allah, comme on dit. Pour revenir au G5 Sahel, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ça a l'air quand même compliqué, enfin son bilan en tout cas, parce que c'est son efficacité qui est remise en cause 5 ans après son lancement. Pourquoi est-ce que le G5 Sahel, en l'état, en tout cas, peine à être efficace? Très bonne question, madame. Vous savez, le G5 Sahel, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. Le G5 Sahel est une volonté par rapport à une situation, l'intelligence des États qui a permis d'accéder à un tel niveau d'organisation, en comprenant qu'aucun d'entre nous, pris séparément, n'avait de chance du monde succès dans ce qui nous agresse aujourd'hui. Et que, vu la nature mobile de cette menace-là, sa nature également militante, volonté hégémonique, nous avions tout intérêt à mutualiser nos efforts. Et nous avons compris également aussi qu'il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'une simple question militaire, qu'il y avait également à nous attaquer aux sources. Et parmi ces sources-là, il y a les disparités, les systèmes sociaux et politiques déficients qui ont quelques problèmes dont ils ont tiré parti. Et nos déficits, notamment sécuritaires, nos déficits administratifs, nos déficits en besoins sociaux considérés et à faire en sorte qu'ils soient satisfaits, tout cela a été exploité. Vous savez, donc l'État en tant que tel aujourd'hui ne vous apporte pas grand-chose, alors que nous avons notre système de solidarité qui va vous amener au paradis terrestre déjà ici. Nous ferons en sorte que via des ONG dont certaines sont connues, vous allez avoir le nécessaire en termes d'autosatisfaction, enfin d'autosuffisance alimentaire. Vous allez avoir également une justice peut-être expéditive, mais qui sera rendue de manière absolument conforme, radicale. On va couper les mains, on va couper les pieds, etc., etc. Ce langage-là, qui a profité des déficiences, qui a profité des faiblesses, tel en Ouah où la justice n'a pas été rendue avec beaucoup de satisfaction, tel juge qui n'a pas répondu également aux critères qui doivent présider à son travail, tout cela a été exploité et a créé des poches. Mais le niveau de développement économique, donc les tâches de développement également, malgré l'urgence de la question sécuritaire, ne pouvaient pas être mises de côté. Pourquoi nous avons décidé qu'au côté de volet sécuritaire, nous avions également, en termes d'intégration économique, à fédérer nos efforts également pour
propulser, pour booster le développement de nos pays. Et quand on voit aujourd'hui qu'un pays comme le Mali, dans les difficultés de tous ordres qui sont les siennes aujourd'hui, arrive malgré tout à se qualifier au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en troisième position après la Côte d'Ivoire et le Sénégal, je dois dire que ce n'est pas si mal. Sans pousser la gloriole, sans pousser Cocorico, et je crois que c'est un effort méritoire. Parce que nous avons compris simplement que entre les facilités économiques et la saison que nous vivons, il y a un lien très, très, très direct. Et qu'il faut donc que nous songions aux conditions de vie de nos populations, à les améliorer autant que nous pouvons le faire. C'est à quoi nous attelons. Nous avons compris également aussi que quelquefois, et même trop souvent, le vide administratif a été utilisé pour occuper la place, notamment dans le centre du Mali. Pourquoi nous tenons à cœur aujourd'hui de rémailler cette zone-là au plan administratif, de faire revenir les autorités qui ont vocation et mission à y signifier l'État et l'administration, les préfets, les sous-préfets, mais pas nus, je veux dire, ils viennent avec tout ce que l'État a le devoir de mettre à leur disposition pour les sécuriser, pas seulement eux, mais également les populations qui vivent sous leur autorité. Cela a ramené beaucoup de confiance, ce qui fait que des écoles qui avaient été fermées en grand nombre, beaucoup dans ces écoles-là sont ouvertes. Donc vous dites en fait renforcer le développement et renforcer l'état de droit. Absolument. Et le G5 Sahel, sur le plan sécuritaire, il est question justement de l'élargir à d'autres pays de la CEDEAO. Qu'en pensez-vous? C'est une nécessité? Je crois que le G5 tel qu'il est aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez dit, qui inclinait presque à penser que c'était inefficace, non, le G5 a prouvé sa pertinence. Le G5 a une force conjointe, mais le G5 est aujourd'hui malheureusement tributaire de ce que l'on connaît souvent dans ce genre de situation où des promesses sont faites par rapport à un budget qui a été évalué, qui a été proposé aux différents partenaires, et sans lequel budget il ne saurait y avoir d'efficacité de notre capacité militaire. Quand vous mettez des troupes sur le terrain, ces troupes-là ont des problèmes logistiques, ont des problèmes d'équipement, ont besoin qu'il n'y ait pas de doute. Alors justement, les pays de la CEDEAO et du G5 ont débloqué près d'1 milliard de dollars sur 4 années. C'est lors d'un sommet qui a été convoqué spécifiquement au Burkina Faso. Est-ce que c'est jouable, cette enveloppe? Qui va financer? Oui, déjà ça, madame, avant d'arriver à ça, pourquoi cette dernière décision, elle a été obligée pratiquement en un sursaut d'abord de dignité et également d'objectivité, parce que quand on fait le constat que depuis 5 ans, nous allons de promesse en promesse, de sommet en sommet, on en devient ridicule et on donne l'impression d'être des mendiants qui tendent leur sébile à travers le monde. Ce ne sont pas des mendiants. Nous disons que nous sommes en devoir aujourd'hui et en mission, pas seulement de notre espace et de nous-mêmes, mais du monde et de ceux qui partagent nos valeurs. Car ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui n'est plus ni moins qu'une hégémonie à établir sur l'ensemble du monde dont les valeurs sont mises en cause aujourd'hui. Et le Sahel, à ce niveau-là, je le compare à une digue. Gardons-nous que cette digue vienne à rompre. Si elle venait à rompre, madame, les eaux nauséabondes dont personne ne voudrait vont se répandre jusqu'en Europe. Et nous sommes aujourd'hui là, en barrage. On ne le comprend pas. On ne le comprend pas. On nous fait tourner en bourrique pour 423 millions d'euros. Avouez qu'il y a quand même là de quoi s'interroger. Quand on sait qu'une seule journée d'intervention de la coalition au Proche-Orient, ou en Irak, ou dans la zone syrienne, se chiffre presque à $1 milliard, on se pose des questions. 423 millions d'euros. C'est cela qui a fait, madame, qu'il y a eu une sursaut d'orgueil et de dignité, où la CEDEAO... Mais ce sera possible de mobiliser ces $1 milliard sur 4 années? Certainement, madame. À notre demande, a dit charité bien ordonnée, comment faire soi-même, et puis aussi faisant en sorte aujourd'hui que l'on comprenne que pour nous, il y a une question de survie de nos États, et si les autres ne comprennent pas que c'est leur intérêt à eux, nous, montrons l'exemple.
Faisons l'effort financier et surcapacitaire quelque part, 1 milliard de dollars. Et si l'on a dit, on le fera, madame. Il y a une urgence parce qu'on sent que les populations au Sahel, dans votre pays aussi, expriment un certain mécontentement. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est aussi difficile de faire reculer le djihadisme, de stopper les attaques qui sont récurrentes. Il semble même au Mali y avoir une montée de l'hostilité de la population vis-à-vis des forces qui sont présentes. Il y a des manifestations pour dénoncer justement l'inefficacité de ces forces étrangères qui sont présentes au Mali. Est-ce que vous redoutez, vous, cette colère? Madame, je ne redoute jamais une colère si elle est justifiée. En la circonstance, il y a un problème d'information et de communication. Et il y a des confusions sur les rôles et les missions. La mission aujourd'hui que d'aucuns se plaisent à contester, et où il y a aussi la part des querelles politiciennes locales, l'aménagement est d'utilité avérée. Mais elle n'a pas vocation aujourd'hui, dans le format qui est le sien, à combattre contre le djihadisme. Elle est là, une mission de stabilisation et d'accompagnement du Mali pour que la paix que nous avons pu engranger demeure. Aujourd'hui, au Mali, on l'oublie souvent, on ne voit que ce qui est l'écume du jour. Des attaques se passent, mais au Mali, depuis presque 3 ans maintenant, madame, il n'y a pas de belligérance. Il n'y a plus de belligérance entre les groupes armés eux-mêmes, ni entre les groupes armés et l'armée malienne. Ce qui se passe, ce sont les effets sporadiques de groupes terroristes qui agissent ça et là. Et que nous combattons avec les anciens groupes armés. On se souvient qu'on avait beaucoup reproché d'ailleurs à votre prédécesseur, Amadou Toumani Touré, d'alimenter justement, d'entretenir l'insécurité. Vous estimez que vous avez fait beaucoup mieux que lui? Madame, je ne me compare jamais à qui que ce soit, sans orgueil, ni prétention, et courtoisie et politesse également par rapport à ceux qui ont eu la charge avant moi. Chacun d'entre nous sera devant l'histoire de ce pays-là. Madame, je dois dire que ceci, le dernier sommet de la CEDEAO est très très important. C'est un tournant. Un tournant dans la prise en main de nos affaires sécuritaires. Malgré les efforts de certains de nos amis, la communauté internationale ne s'est pas montrée très sensible à nos préoccupations d'ordre de financement de l'effort de guerre. Nous sommes en guerre. Et une guerre, madame, se finance. S'il n'y a pas le budget conséquent qui soit là pour soutenir la logistique et les troupes sur le terrain, vous allez faire une guerre de Vous aussi, vous dites que la communauté internationale, elle doit prendre ses responsabilités parce que on sait que le chaos libyen, par exemple, il a provoqué toute cette insécurité dans le Sahel. Bon, je pense qu'on va y aller par étapes, mais je suis très heureux de vos questions parce qu'elles me donnent les réponses en même temps. Et le Mali ne demandait pas mieux que de rester dans la paix qu'il connaissait. Quand patatras, on nous fait tomber ce cas libyen qui ouvre une brèche et un boulevard, que dis-je, à tous ceux-là qui cherchaient aujourd'hui à tester leur vertu guerrière. Nous sommes devenus donc une cible d'un marché à ciel ouvert d'armes de tout calibre dans le sud de la Libye, qui se déverse vers où? Vers le sud, vers nous. Et nos pays sont devenus les destinataires de cela aujourd'hui. C'est ce que la Libye nous offre aujourd'hui. Et malheureusement, ceux qui ont ouvert ce chaos-là, qui sont à l'origine de ce chaos-là, ne sont pas là maintenant pour en gérer les conséquences avec nous. Et vous pensez, on ne nous écoute même pas. L'Afrique a quand même dit une chose. Là. On a dit, écoutez, il y a ce dossier libyen. Nous ne mettons pas en cause les capacités diplomatiques de M. Salamé, mais il serait quand même souhaitable que nous ayons une voix africaine et un point de vue africain. C'est la moindre des choses. C'est l'Afrique qui est concernée. La Libye, que je sache, jusqu'à peu plus amplement informé, est un pays africain. C'est quand même singulier que l'Union africaine n'ait pas son mot à dire là-dedans. Et que nous ayons quand même un co-représentant, un co-émissaire, si vous voulez.
cela a été considéré comme de non-droit, non accepté, rejeté la semaine dernière. Nous nous posons des questions. Comment vous pouvez... Chez nous, on dit au Mali, vous ne pouvez pas raser la tête de quelqu'un sans sa présence. Comment pourriez-vous faire cela? C'est cette image-là que j'ai en tête quand je dis ça. Pour terminer, Monsieur le Président, si vous permettez cette question, vous en êtes à votre deuxième mandat à la tête du Mali. Ça veut dire que vous quitterez le pouvoir dans votre pays et vous laisserez les rênes à un successeur? Madame, je vois que les Maliens me savent. Cela suffit. Les Maliens me savent et je pense qu'également, j'ai toujours dit ma dédicace totale au droit, et cela également, dura lex et lex. Et vous voyez comment l'avenir du Mali? Je l'espère à Dieu, et j'ai la tâche ingrate et rude de déblayer le terrain, de faire en sorte que l'avenir du Mali soit l'avenir d'un pays en ordre, d'un pays qui va compter parmi les nations stables et à gestion démocratique avérée, où les règles seront claires et nettes par rapport à la gestion de l'État et des institutions fortes qui seules comptent pour moi, pas les hommes. Seules les institutions sont les garantes de la stabilité d'un pays et de la prospérité à venir. C'est à ça que je travaille. Pour cela que nous avons lancé aujourd'hui au Mali un dialogue national inclusif pour que les Maliens se parlent, pour que les Maliens dialoguent, pour qu'il en sorte le meilleur pour le Mali. Nul n'a la science infuse. Et les Maliens ont le droit de nous juger, ils le font allègrement. Ils l'ont commencé au niveau communal, ils l'ont poursuivi au niveau des cercles. Depuis lundi, le niveau région a été bouclé hier, et le niveau national aura lieu également aussi. Et je pense que de tout cela sortiront des choses, des décisions utiles au développement du Mali et à son statut de nation digne d'intérêt et de respect dans le monde des hommes. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, merci pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le président du Mali. Madame, c'est moi qui vous remercie. Je remercie votre chaîne pour son intérêt et sa considération pour mon pays. Merci bien. Et merci à vous pour votre attention, une grande interview. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre site internet rtfrance.tv. À très bientôt.